Bonjour, chers collègues, bonjour. Je vous laisse vous installer dans la salle, prendre place avec nous pour 1 heure et demie. Je suis Béatrice Couéran, je suis professeure et je dirige le programme enseignant entreprise et j'ai le plaisir d'ouvrir ce webinaire aujourd'hui avec le groupe Epner. Je remercie également nos deux intervenants, Jean-Thomas Schmitt et Emmanuel Ledroit, qui vont pouvoir présenter également leur beau parcours. Et vous remercie, vous tous, chers collègues, de votre participation à ces échanges. Alors peut-être que vous le savez déjà, mais je vais le rappeler pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois dans ce parcours. Le format Au cœur de l'entreprise s'articule autour de deux axes. D'une part, autour de l'axe des défis à relever aujourd'hui par les entreprises pour accompagner les grandes transformations sociétales, environnementales, numériques. Et l'autre axe, qui est celui d'étudier les conséquences de ces transformations en termes d'évolution des métiers et des besoins de compétences. Type de métier, métiers qui se développent, qui se transforment aussi. J'ai aussi l'immense plaisir de remercier et d'accueillir à ce webinaire mes deux collègues qui ont fait un travail remarquable de préparation. Laurence Boyau, qui est IAIPR d'économie et gestion, et Charles Jacquelin, qui est IAIPR d'histoire et géographie. L'un dans l'Académie de Versailles et l'autre Orléans-Tours. Donc voilà, on a aussi différentes académies rassemblées pour cet après-midi. Je vous remercie beaucoup, Charles et Laurence, d'avoir accepté de modérer cet échange. Je vais vous laisser la parole. Juste un petit message avant de vous laisser la parole. J'invite tous les participants à poser leurs questions dans le chat. Elles seront posées par nos modérateurs au fil de l'échange. Et vous aurez le plaisir de retrouver ce replay qui sera à votre disposition. Vous pourrez donc travailler avec et les open badges et valider vos acquis de connaissances. Voilà, je laisse la parole maintenant à nos intervenants et modérateurs pour 1 heure et demie passionnante à vivre ensemble. Merci beaucoup. Merci Béatrice. Ce que je propose, c'est que Monsieur Ledroit, Emmanuel Ledroit et Monsieur Schmitt, Jean-Thomas Schmitt, vous présentiez votre parcours et puis que vous présentiez aussi l'entreprise Epner, puisque deux parcours qui sont parcours riches et intéressants qui, je pense, vont donner aussi pas mal de pistes à nos auditeurs. Monsieur Schmitt. Je vais peut-être laisser la parole en introduction à Emmanuel. Comme ça, moi, je rebondirai après sur la présentation de l'entreprise directement. Parfait, merci Thomas. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je suis Emmanuel Ledroit et je suis donc depuis 2 ans le DRH groupe d'Epner. Alors, j'ai aujourd'hui 53 ans et j'ai donc plutôt une longue carrière dans le monde de l'industrie agroalimentaire. J'ai à la fois travaillé dans des très grands groupes multinationaux, type Mondelez, qui est donc le numéro 2 de l'agroalimentaire, sur tout ce qui est produits chocolat, confiserie, et puis également dans des sociétés de plus petites structures adossées à des fonds d'investissement comme Carambar & Co, également dans la confiserie. Et en fait, il y a un peu plus de 2 ans, j'ai rencontré Jean-Thomas et ce qui m'a fait rejoindre le groupe Epner, c'est deux choses fondamentales. Et Jean-Thomas en reparlera bien sûr, c'est le fait d'être dans une ETI familiale où on a une vision long terme. Et quand on veut construire une politique RH dans la durée, dans la constance, c'est extrêmement, extrêmement important. Et puis dans notre groupe, on le développera un peu plus tard, on a un certain nombre de piliers stratégiques et nous avons chez Epner un pilier stratégique sur l'expérience collaborateur. Et forcément, pour un DRH, ça parle énormément, partant du principe simple que si on a des collaborateurs motivés au quotidien parce qu'ils font au travail, il y a de chances qu'ils soient engagés. S'ils sont engagés, ils sont performants et l'entreprise est performante et on fait un cercle vertueux. Voilà, dans mon parcours, point qui peut également vous intéresser, c'est que je n'ai pas forcément un parcours uniquement ressources humaines. J'ai commencé ma carrière pendant 8 ans sur des fonctions commerciales, à la fois sur de la vente, l'encadrement commercial et également de la négociation à l'époque avec la grande distribution. Tout ça pour illustrer que dans une carrière, on peut faire des évolutions transfonctionnelles et je pense que c'est un message important à faire passer aux élèves dès le début sur le fait qu'une carrière, voilà, ça se construit par étapes, par parcours et la polyvalence est sûrement un atout important. On aura peut-être sûrement l'occasion d'en reparler. Donc voilà en quelques mots mon parcours et je répondrai bien sûr ensuite à vos questions.
Merci beaucoup, Emmanuel. Bon, en premier lieu, avant de faire mon petit parcours et vous présenter l'entreprise, je voudrais sincèrement vous remercier de cette démarche et vous dire à quel point je suis heureux d'y participer. D'abord, remercier Béatrice, Laurence et Charles pour la préparation de ce webinaire, hein, puisqu'on a pu échanger sur la thématique, etc. Puis à titre personnel, je suis convaincu que les entreprises doivent faire l'effort de se présenter, d'échanger avec l'éducation nationale au sens large, parce que c'est souvent deux mondes qui se toisent, un petit peu défiants l'un envers l'autre, alors qu'on a beaucoup de choses à faire en commun et dans l'intérêt bien compris des élèves qui passent dans l'éducation nationale. Et l'entreprise n'est pas non plus un ogre qui est là pour les dévorer, mais bien pour les faire grandir. Et donc, voilà, quels sont effectivement, comment on fait pour travailler ensemble, pour constituer des adultes, des futurs collaborateurs, des futurs entrepreneurs, des futurs dirigeants qui passent sur les bancs de l'école et que l'entreprise doit aussi former, faire grandir, pas seulement sur le plan des compétences, mais aussi parfois sur le plan des valeurs, de l'éducation, etc. Donc voilà, beaucoup de choses à faire ensemble et rien de mieux que de se parler pour apprendre à se connaître. Donc merci beaucoup de nous donner l'occasion d'échanger. J'ai assez bizarrement du stress par rapport à ça. J'ai l'impression de revenir à mes soutenances d'école, etc. Donc je parle devant des profs dont on m'a dit qu'ils étaient profs d'éco, profs de géographie, d'histoire, etc. Donc je vais essayer de ne pas dire trop de bêtises et d'essayer d'illustrer à notre petite échelle et modestement les problématiques qui sont celles du transport et de la logistique. Voilà. Alors, pour mon parcours personnel, je vais aller vite. Hein. Moi, j'ai eu un baccalauréat économique et social avant de rentrer en prépa HEC, puis de faire l'EDEC Business School avec un master finance. Et à l'issue de ce master, là, il y avait plusieurs choix. Soit je pouvais aller effectivement dans d'autres domaines d'activité à l'étranger, notamment. Moi, c'était quelque chose qui me tentait pour, encore une fois, d'abord essayer certaines choses, aller dans des secteurs qui m'attiraient. À l'époque, ce n'était pas encore à la mode des startups, etc. C'était la mode de la finance et du marketing chez L'Oréal. Bon, j'ai fait ni l'un ni l'autre parce que et là, on rentre toujours un peu dans cette vision complexe à expliquer, mais mon père, qui dirigeait l'entreprise, avait un écart d'âge important avec moi. Et certains peuvent y voir un peu de népotisme ou sans doute une vision trop familiale de l'entreprise, mais lui, à sa génération, il n'envisageait pas vraiment de poursuivre sans avoir quelqu'un qui puisse à terme reprendre, porter les valeurs de la famille. Et je reviendrai quand même dessus un peu plus tard sur l'importance de ce point-là. Et donc, il n'y avait pas vraiment de personnes qui étaient suffisamment compétentes, suffisamment volontaires, enfin que sais-je, pour reprendre l'entreprise à terme, ou en tout cas qui s'était déclarée comme telle et identifiée comme telle. Et l'entreprise était déjà grande. Et aujourd'hui, j'ai coutume de dire qu'une entreprise comme la nôtre n'appartient plus à ses actionnaires, qui sont 40 actionnaires, mais à ses 10 000 clients, ses 3 700 collaborateurs, ses 15 000 fournisseurs, etc. Bref, on fait partie d'un tout un et indivisible. Et donc, à l'époque, il y avait déjà une certaine responsabilité qui pesait. Donc, voilà, on était un peu dans ce moment-là. Et moi, j'ai choisi de rentrer dans l'entreprise assez rapidement pour voir si ça me plaisait et pas laisser les choses attendre comme ça. Donc, j'ai postulé. Je suis rentré d'abord en tant que porte-serviette un peu d'un directeur d'un métier chez nous, qui était l'aérien et le maritime, que je présenterai peut-être un peu plus tard. Et en fait, je donnais des instructions à des gens qui avaient 30 ans de plus que moi et 20 ans de maison. J'étais très mal à l'aise avec ça, que ma seule légitimité était de m'appeler comment je m'appelais. Donc, il y a une démission sur un service, sur un petit périmètre, et j'ai postulé pour le reprendre. Et j'ai fait mes preuves pendant 1 an et demi où j'ai redressé la barre de ce service-là. Et là, mon père trouvait que j'étais bon dans le redressement de ce service et que c'était bien de me confier ce genre de choses. Donc, il m'a confié plusieurs périmètres à redresser au fur et à mesure, ce qui m'a légitimé dans l'entreprise, fait grandir dans l'entreprise, me permis d'acquérir un certain nombre de notions, d'une part de compétences techniques et d'expertise, enfin pas d'expertise justement, mais une vision assez générale des opérations, et en même temps de me forger une vraie expérience sur le plan managérial, de la culture d'entreprise, etc., etc. Donc, j'ai repris la direction générale déléguée en 2012, avant de reprendre la direction générale assez tôt, hein, à 32 ans, en 2015.
pour aujourd'hui avoir repris la présidence en 2021. Et on a fait grandir beaucoup l'entreprise et on a beaucoup créé de valeur entre-temps avec un certain nombre de piliers stratégiques qu'on redécrira un peu plus tard. Alors l'entreprise, pour revenir à ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'entreprise, vous avez compris, on fait partie du secteur du transport et de la logistique. Alors on se définit comme créateur de solutions transport et logistique, parce qu'on est commissionnaire de transport et pas vraiment transporteur. On utilise énormément de sous-traitance qui pose tout un tas de problématiques, notamment dans la gestion de notre transition environnementale, on y reviendra. Mais c'est le modèle sur lequel on est bâti. Et on agit dans plusieurs secteurs d'activité. On agit sur l'ensemble des modes de transport. Alors essentiellement, le transport terrestre européen, français évidemment, mais aussi européen, puisqu'on est basé dans une petite centaine de sites en Europe. Et on a pour le reste un certain nombre de partenaires qui complètent notre réseau, d'une part en France dans les zones où on n'a pas la taille critique pour s'installer et donc il y a des acteurs qui prennent l'ensemble des distributions de l'ensemble des acteurs pour pouvoir consolider et être rentable et pouvoir se développer, et en Europe sur des zones où nous-mêmes on a des très bons partenaires qui d'une part nous envoient des flux, nous permettent de distribuer les nôtres, etc. Alors, on est 3500 collaborateurs au total. On a, je l'ai dit, une petite centaine de véhicules. Je dévoile un peu un secret, puisque ce n'est pas encore approuvé par le board, mais on dépassera cette année le milliard d'euros de chiffre d'affaires. Quand je l'ai repris, on faisait un peu moins de 500 millions. On agit dans plusieurs secteurs, je le disais, c'est-à-dire le transport terrestre, le transport aérien, le transport maritime, le transport par rail, le transport par barge, tout type de transport, même si les derniers que je viens de citer sont très marginaux parce qu'il y a des complexités opérationnelles claires et qu'en plus de ça, ce n'est pas une demande encore extrêmement prégnante de nos clients. On fait de la douane, du dédouanement et du transit, et on fait également de la logistique, c'est-à-dire stockage et préparation de commandes pour l'ensemble de nos 10 000 clients. Donc, j'ai donné aussi un certain nombre de chiffres. Je l'ai redit, 10 000 clients actifs, on a 15 000 sous-traitants environ, et les collaborateurs, je les ai cités tout à l'heure. Voilà, grosso modo, notre carte d'identité, notre portrait robot. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions par rapport à ça. Merci Jean-Thomas Schmitt. Maintenant, ce que je propose, c'est que nous vous présentions un petit peu la manière dont le webinaire va se dérouler. Donc, on va le faire en 2 temps. Comme l'a rappelé tout à l'heure Béatrice Couéron, ce type de webinaire a 2 axes principaux. Le premier, donc, sur les défis à relever aujourd'hui par les entreprises pour accompagner les grandes transitions sociétales, environnementales, numériques et sociales. Et puis un deuxième temps sur les conséquences en termes d'évolution des métiers et des besoins de compétences sur les types de métiers en forte augmentation, les nouveaux métiers, les recrutements et les compétences aussi qui se développent. Donc avec ma collègue Laurence Boyeux, nous allons animer un petit peu cette discussion. Donc dans un premier temps, je prendrai en charge la première partie, et donc Laurence prendra elle vos interventions dans le chat. Donc nous allons essayer de prendre une dizaine de minutes pour justement répondre aux questions qui vont émerger dans le chat. Puis dans la deuxième partie, on inversera les rôles. Et donc, Laurence sera à la modération de la deuxième partie de cet échange. Puis, sur une dizaine de minutes, nous reprendrons les questions qui auront émergé dans le chat sur cette deuxième partie. Donc, voilà un peu le fil conducteur. En gros, nous essaierons d'avoir quelques minutes pour conclure, en fonction évidemment de tout l'intérêt et des questions qui auront émergé. Voilà, donc peut-être Laurence, veux-tu dire un petit mot avant que nous ne commencions la première partie? Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je pense que les 2 axes, Charles les a présentés. Donc on va être dans un premier temps par rapport à des défis à relever, dans un deuxième temps par rapport à des évolutions des métiers. N'hésitez pas à poser vos questions. L'idée, c'est d'avoir des temps aussi interactifs afin qu'on puisse au mieux accompagner les réflexions et les échanges.
Bien, merci. Donc, nous allons donc commencer sur les grands défis à relever. Alors, on en a un petit peu parlé. Vous avez présenté les différents champs d'activité de l'entreprise. Et finalement, le positionnement qui est un positionnement assez français et européen, d'après ce que j'ai compris. Mais est-ce que vous pouvez préciser un petit peu comment s'organise ce réseau? Comment vous fonctionnez, comment vous organisez le réseau autour de l'entreprise et des activités de l'entreprise? Oui, alors juste pour préciser aussi, je pense que la première partie, je vais principalement répondre et Emmanuel rebondira éventuellement et complétera et puis la deuxième qui est plus tournée sur le développement des compétences et des besoins des entreprises, ce sera sans doute Emmanuel qui reprendra un peu plus la main et je recompléterai aussi si besoin. Donc voilà, nous aussi on a notre petite segmentation. Voilà. Alors en ce qui concerne l'organisation du réseau, nous, on a une petite centaine d'agences en Europe qui sont opérées donc on les a en propre, ces agences. Et là, c'est nos collaborateurs qui sont à la manœuvre dans ces agences-là. Il y a des liaisons quotidiennes entre ces agences qui sont opérées, par contre, par des sous-traitants. C'est-à-dire que tous les jours, pour faire les liaisons inter-agences, qu'elles soient en France ou en Europe, on a des camions qui relient chacune de ces agences, ou la plupart de ces agences entre elles. Autrement dit, vous avez un Paris-Strasbourg tous les jours, un Paris-Marseille tous les jours, un Lyon-Stuttgart tous les jours, un Lyon-Turin tous les jours. Je ne vais pas toutes vous les faire, mais il y en a 650 qui partent comme ça au quotidien et qui sont opérés par des sous-traitants qui sont contractuels et qui ont des liaisons quotidiennes. Donc ça, c'est pour, disons, l'organisation des flux entre nos agences. Et dans ces agences-là, localement, autour de ces agences, vous avez les livraisons des marchandises qui sont expédiées par les autres agences et l'enlèvement des clients de ces agences qui sont opérés soit par nos véhicules en propre. J'ai lu tout à l'heure une question dans le chat en disant est-ce que vous avez une flotte propre? On a 300 cartes grises à peu près, mais sur 650 tournées quotidiennes, ou 650 ou 700 tournées quotidiennes. Donc là aussi, une part qui reste quand même relativement modérée dans le dispositif. Et le reste, c'est effectivement des sous-traitants locaux, ce qu'on appelle des louageurs. Et là où on n'est pas présent en propre, c'est ce que je disais. Alors, soit, je dirais par défaut, parce que il faut imaginer que si vous voulez avoir une densité suffisante pour couvrir un bout de territoire au départ d'une agence, je vous donne un chiffre comme ça, mais il faut avoir entre 350 et 400 envois par jour pour couvrir vos coûts d'exploitation, tout en permettant de rendre le service au client. Donc, il y a des endroits, je vais vous dire n'importe quoi, mais quand vous vous situez dans la diagonale du vide, dans les Ardennes, du côté de Charleville-Mézières, Epner en propre n'a pas suffisamment de volume pour avoir son agence à Charleville-Mézières. Du coup, on opère avec des sous-traitants locaux qui distribuent non seulement pour le compte d'Epner, mais pour le compte de la très grande majorité des concurrents qui eux-mêmes n'ont pas les volumes nécessaires pour livrer ces zones-là. Donc, ces gens-là vivent en faisant un peu la sous-traitance générale du transport sur des zones un peu plus désertiques. Et puis, en Europe, on n'a pas toujours les moyens d'aller partout. Il faut rester aussi avec un développement croissant et maîtrisé. On a des partenaires qui sont souvent d'excellents partenaires, leaders sur leur marché, qui permettent, alors, très souvent des entreprises familiales comme les nôtres, dans lesquelles on se reconnaît sur une vision de temps long, etc., et qui ont d'une part une puissance commerciale locale qui leur permettent d'envoyer suffisamment de volume pour nourrir notre propre réseau chez nous, et en même temps une puissance opérationnelle suffisante pour distribuer nos volumes. Alors en aérien et en maritime, on a une dizaine d'agences en France, on en a une aux Pays-Bas et on en a une au Sénégal, à Dakar. Et on a pour le reste un réseau de partenaires dans les autres pays. Où on couvre, je crois, il y a à peu près 200 pays selon l'ONU, on en couvre 150, 160, avec un réseau d'agents indépendants. Donc voilà comment fonctionne notre réseau. Globalement et de manière schématique, si vous voulez prendre un élément de comparaison, 2 points importants. D'une part, ça fonctionne un peu comme l'aérien, c'est-à-dire que vous avez des gros hubs expéditeurs, notamment à l'international, où on massifie les envois de toute la France, par exemple sur 3 plateformes qui vont être Gonesse pour Paris, Strasbourg pour l'Est, Lyon pour toute la partie sud et sud-ouest.
Et pour ce qui est de la France, vous allez avoir voilà, des ramasses locales en forme de rosaces comme ça, et puis des expéditions par ligne qui redescendent ensuite et qui sont redistribuées en rosaces dans chaque endroit. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le transport aujourd'hui, le groupage notamment, on fait du camion complet et on fait des demi-lots et on fait du petit groupage. Alors, je ne veux pas rentrer dans des détails trop techniques sur la segmentation de nos métiers, mais il faut bien avoir en tête que ce que nous, on fait, c'est le transport en commun de la marchandise. Voilà. On n'est pas transporteur, nous, on ramasse plein de petits lots, on les assemble, on massifie et on envoie, et ce qui à la fois permet des économies de coûts évidentes pour nos clients qui n'ont pas les moyens d'acheter des camions complets, etc. Et nous, on massifie, on leur offre à bas coût une part dans un camion. Et d'autre part, ça, évidemment, ça a des vertus sur le plan de la transition environnementale, puisque tout ça constitue, encore une fois, des diminutions de moyens sur la route. Voilà. Alors, une petite question subsidiaire, on a parlé du flux. Est-ce qu'on pourrait caractériser, on voit la cartographie se dessiner, mais est-ce qu'on peut caractériser les types de flux, les types de marchandises, en l'occurrence, que vous transportez? Est-ce qu'il y a des marchandises que vous ne transportez pas? Est-ce qu'il y a des choses que vous transportez de manière prioritaire? Enfin, voilà, est-ce que vous pouvez caractériser un petit peu la qualité de ces flux? Oui, c'est une bonne question. En fait, on a plusieurs types de segmentation, je dirais, sur notre portefeuille. Alors, j'allais dire, on n'a pas de restrictions majeures sur les flux généraux. On adresse tout un tas de types de secteurs comme l'automotive, comme l'aéronautique, etc., même si des parts relativement légères. Nous, on a 25% de nos envois qui viennent de l'industrie. On en a 18 ou 19% qui sont vraiment du retail, de la distribution. On a après de la pharma, des produits de santé, mais qui se transportent en température ambiante. Et j'arrive après à répondre à votre question. Pour le reste, après, c'est, je dirais, voilà, vous avez la queue de comète derrière, avec la répartition sur une multitude de petits secteurs. Et puis, il y a effectivement au moins deux types de marchandises qu'on ne transporte pas de manière générale. C'est les produits à température dirigée, et notamment tout ce qui est périssable, où là, effectivement, d'une part, nous, on n'a pas de camion à température dirigée, on n'a pas ce genre de moyens, donc ça passe dans d'autres circuits, et notamment, peut-être, vous avez déjà vu des camions du groupe Steph, voilà, c'est typiquement le genre d'acteur qui fait ça. Et on ne fait pas non plus de température dirigée dans la pharma sur tout ce qui est vaccin, etc., où là, il faut être entre 2 et 8 degrés. Et on ne fait pas non plus d'urgence. Alors, on le fait ponctuellement pour nos clients qui le demandent parce que leur livraison est en retard. Mais nous-mêmes, on ne fait pas de transport urgent. On n'opère pas du transport urgent. On a un certain nombre d'entreprises qui travaillent avec nous pour le faire si besoin, mais ce n'est pas notre spécialisation. D'autre part, si je veux être encore plus précis, on n'est pas chronopost, quoi. Voilà. On ne livre pas du petit colis chez vous à la chaîne avec 250 arrêts par camion, etc. Sur des flux e-commerçants. Ça, c'est pas notre truc. On a des clients qui essayent de diversifier leurs canaux et qui n'ont pas la puissance d'achat par les volumes pour aller chez un chronopost, remettre des volumes suffisants. Donc, du coup, ils nous demandent à nous de prendre ces volumes-là intégralement, que ce soit les flux B2B, mais aussi leurs flux B2C. Et là, on a un certain nombre de réponses ad hoc qui nous permettent quand même de livrer le particulier en essayant d'offrir un service de plus en plus comparable à ce que peuvent produire je dirais les acteurs, les pure players, pour prendre un mauvais anglicisme, de ces secteurs-là. Voilà, on essaye de produire les mêmes services. Mais il y a une multitude de segmentations dans le secteur du transport. Un dernier point, excusez-moi, j'ai l'esprit d'escalier, mais on fait du transport dangereux et c'est à part. C'est-à-dire qu'on a carrément une entité à part qui s'occupe du transport de matières dangereuses parce que ça a des contraintes, notamment sur la législation. On ne peut pas rouler à 90 km/h, mais à 80, etc. Évidemment, ça demande tout un tas de procédures qui sont complètement différentes. Donc, on a une entreprise à part dans le groupe qui s'occupe du transport des matières dangereuses. Mais ça constitue 100 millions sur le milliard. Pour le reste, on est vraiment sur du tout venant général, quoi. Voilà. Ce qu'on appelle le général cargo.
C'est très intéressant. Alors, d'ailleurs, pour les collègues qui assistent à ce webinaire, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Comme on l'a dit tout à l'heure, on les prendra tout à l'heure dans un petit quart d'heure, une dizaine de minutes. On essaiera de regrouper un petit peu toutes vos questions, donc n'hésitez pas à les poser. Et justement, puisqu'on est encore sur les flux, je voulais poser une dernière petite question. Sur le site, vous communiquez autour de l'expression « optimiser les flux » sur le site de l'entreprise. Est-ce que je commence à voir un peu se dessiner ce que vous entendez par là, mais est-ce que vous pouvez préciser ce que signifie cette formule « optimiser les flux » pour vous? Optimiser les flux, effectivement, vous avez, comme vous dites, vous avez sans doute mis le doigt un peu sur le truc. Je reprends toujours ma comparaison des transports en commun, du transport. C'est-à-dire que, bon, d'abord, vous avez un coût de camion qui reste stable, hein, donc il faut le remplir au maximum pour rentabiliser. C'est un métier. Je reviendrai peut-être sur les différents types de métiers, parce que j'ai aussi vu la question passer sur qu'est-ce que c'est la commission de transport. Peut-être que je pourrais l'expliciter un petit peu différemment, mais notre métier qui est, on va dire, la messagerie, c'est-à-dire le regroupement de petits envois entre eux, là, vraiment, on est sur de l'optimisation de camions qu'on achète sur le marché et on les remplit avec des petits envois. Donc, il faut une multitude de clients, hein, comme je vous l'ai dit, il y a 650 camions à remplir tous les jours. C'est des métiers à très faible marge, mais qui sont, je dirais, un socle absolument nécessaire pour nos clients. D'une part, une barrière à l'entrée pour nous, hein, parce que ça évite à des acteurs digitaux de réinventer la roue. Là, c'est quand même quelque chose, il faut 45 sites en France avec des bâtiments, du matériel, etc. Beaucoup d'investissements de départ. Il faut des hommes, beaucoup. C'est un des sujets dont on parlera tout à l'heure. Et là, vraiment, le but, c'est d'optimiser nos camions. C'est un métier en plus avec effet de seuil, c'est-à-dire qu'à moins de 5% de remplissage, vous recommencez à perdre de l'argent. À plus de 5%, vous en reperdez de nouveau par rapport à la cible parce qu'il faut remettre un camion sur la route. Vous ne pouvez pas laisser beaucoup trop de marchandises sur vos quais le soir quand le camion part. Vous ne pouvez pas laisser plus de 20% qui restent sur vos quais. Donc, à ce moment-là, il faut remettre un camion en place. Et là, ça commence à recouter de l'argent. Mais l'optimisation, elle se fait encore une fois dans les deux sens. Hein. Optimisation financière pour nous, évidemment, qui exploitons, mais optimisation financière pour nos clients qui payent beaucoup moins cher avec ce que nous, on offre comme espace dans un camion qu'on achète nous, qu'en achetant par eux-mêmes sur le marché pour dire, bah voilà, j'ai 4 colis ou une palette, etc., sur un camion qu'ils achèteraient, ça deviendrait complètement fou. Et par ailleurs, optimisation sur le plan, je dirais, de la consommation énergétique et de l'émission des gaz à effet de serre par envoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un moyen dédié pour chacun de vos envois, ça revient à un coût exorbitant, là où effectivement l'émission de gaz à effet de serre est mutualisée sur l'ensemble des expéditeurs dans nos... Et puis après, je complète juste, et puis j'essaye d'aller vite, sur la partie commission de transport. Là, notre objectif, c'est d'acheter des moyens et de les revendre. C'est-à-dire qu'on a une connaissance extrêmement poussée du tissu de transporteurs avec lesquels on travaille depuis une éternité. Et donc, on a une relation de confiance qui rend les choses très flexibles, etc. Et nous, pour un client qui veut expédier de Paris à Nice ou de Clermont-Ferrand à Strasbourg, à nous de trouver la solution. Quand il nous dit, bah voilà, moi j'ai 2 mètres de plancher, entre guillemets, donc un camion fait 13 mètres 20. Donc voilà, vous achetez 2 mètres de plancher, on aurait bien ce que ça veut dire, 2 mètres dans leur remorque. Eh bien, nous, on complète avec d'autres envois parce qu'on a une multitude d'envois qui sont proposés par nos clients. Et donc, là aussi, on réduit d'abord le coût pour nos clients et d'une part, on augmente encore un peu nos marges parce qu'évidemment, quand on complète, eh bien, on en garde un peu pour nous aussi. On en donne un peu aux clients et on en donne un peu pour nous. Donc, voilà, ça, c'est la commission de transport. Pour le coup, c'est plus un métier de courtier où on achète et on revend. On a une demande de nos clients et on la retraduit par un achat. C'est le cas pour des conteneurs sur le maritime, c'est le cas pour de l'espace en aérien sur les avions. Il faut savoir que 70% de la marchandise transportée dans les avions se fait dans des soutes d'avions passagers et c'est le cas sur le train, c'est le cas sur les barges, c'est le cas dans nos camions, etc. Et la dernière chose, c'est l'achat de camions complets où là, pour le coup, on achète des camions complets auprès de transporteurs pour nos propres clients. Là, on a moins de valeur ajoutée, mais parfois, sur des enjeux un peu complexes, on aide aussi nos clients là-dessus.
Alors, justement, comme l'heure tourne et puis on a plein de choses à aborder avec vous, je vais essayer de regrouper deux, trois points et qui sont liés en fait toujours par rapport aux termes qui sont présents sur le site. Vous parlez de responsabilité sociétale de l'entreprise. Peut-être qu'on pourrait compléter cette question par la culture de l'entreprise telle que vous l'envisagez sur ces points-là et notamment comment vous répondez aux défis environnementaux, sociétaux, sociaux, technologiques. En fait, tous les défis auxquels est consacrée la filière, et puis peut-être avec ce qui fait un peu la particularité et les caractéristiques propres de votre entreprise, qui est sa culture, qui fait que vous n'êtes pas comme vos concurrents non plus, quoi. Voilà. Oui, alors je vous remercie. La question est large et je vais essayer de ne pas trop déborder dans le temps, mais c'est une question qui est fondamentale. Alors, je disais tout à l'heure que l'un des éléments centraux de notre entreprise, c'est d'être une entreprise familiale. Alors, les entreprises familiales, encore une fois, ça fait parler. Il y en a qui considèrent, encore une fois, que c'est des nantis, etc. Moi, j'ai toujours considéré que l'entreprise familiale, hein, d'abord, tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas touché le patrimoine. Et puis, d'autre part, moi, je trouve ça quand même assez formidable de pouvoir capitaliser sur du temps long. Moi, j'ai des actionnaires qui sont des actionnaires héritiers. Ça veut dire qu'ils ont touché des actions sans avoir jamais rien fait de leurs 10 doigts. Ils ne sont donc pas très demandeurs de rentabilité sur capital. Autrement dit, je m'explique, quand vous avez un fonds d'investissement derrière vous qui est là pour 5 ans, quand vous êtes une grande entreprise cotée en bourse et que vous devez publier tous les trimestres, vous êtes soumis à cette pression de profitabilité, de réussite, etc. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que les entreprises familiales doivent mettre de côté leur profit. Hein. Ce n'est pas la question. Mais en revanche, le fait d'avoir du temps long devant soi, quand on a une crise, les seuls qui ont créé des emplois après 2008, entre 2008 et 2014, sont les entreprises de taille intermédiaire. On a créé 335 000 emplois, là où les grandes entreprises en ont détruites et les PME faisaient à peu près zéro, parce que ces entreprises-là, qui sont à 70% des entreprises familiales, capitalisent sur le temps long et acceptent de pouvoir prendre et garder d'abord leurs compétences tout en continuant à investir pour le futur. Moi, quand je dis à mes actionnaires, je veux être dans 15 ans le leader de telle ou telle chose, ils me laissent 15 ans pour le faire. Je n'ai pas de besoin, je n'ai pas une pression, je n'ai pas, encore une fois, comparativement à nos investissements, on verse très peu de dividendes. C'est très marginal. Donc voilà, donc on est dans cette configuration-là où le temps long est extrêmement important. Et à l'heure actuelle, dans le cadre des changements structurels qu'on connaît, avec notamment le besoin d'une responsabilité sociétale et environnementale, en premier lieu environnemental pour nous, hein, puisque vous vous doutez bien que les gaz à effet de serre qu'on produit, c'est un enjeu, je dirais, de survie et stratégique pour nous. Hein. Il ne s'agit pas seulement de faire beau avec des jolies plaquettes. Pour nous, c'est un enjeu stratégique, c'est un enjeu opérationnel. Si on ne sait plus livrer les centres-villes qui sont toutes passées ou qui vont passer pour celles qui ont plus de 150 000 habitants au 1er janvier 2024 en zone à faible émission, on perdra tous nos clients. Donc ça, c'est aussi vite vu que ça. Donc il faut qu'on mène notre transformation d'investissement lourdement, en restant très agile malgré tout, puisqu'on avait investi sur le gaz naturel en attendant l'émergence du biogaz. Est arrivé ce choix de M. Poutine d'envahir l'Ukraine. Et donc, le gaz a évidemment été plus à l'ordre du jour. Donc, on est reparti aujourd'hui sur des investissements dans le domaine de l'électrique, mais tout en restant très agile en attendant l'émergence de l'hydrogène, etc. Donc, pour nous, c'est des investissements très lourds. Ces dernières années, on a investi une quinzaine de millions d'euros sur les 2 dernières années pour renouveler 70% de notre flotte en propre, mais aussi pour aider nos sous-traitants, hein, puisqu'on n'investit pas seulement en CAPEX, c'est-à-dire en investissement de base, mais aussi opérationnellement en aidant nos sous-traitants avec des chartes, notamment en leur faisant bénéficier de nos contacts avec les banques, notamment d'achats privilégiés, en tout cas d'octroi de prêts privilégiés, en leur faisant bénéficier de conditions d'achat privilégiées, et aussi en leur octroyant des contrats à plus long terme qui leur permettent d'aller voir les banques, etc. Ce qui n'était pas du tout notre culture d'entreprise. Donc, l'environnement, c'est fondamentalement quelque chose qui prend du temps, qui prend beaucoup d'argent, qui nécessite un investissement, etc. Et donc, ça, c'est pour illustrer. Je pense que ce qui caractérise notre force, c'est le temps long qui est octroyé par le fait d'être une entreprise familiale de 4e génération. Et derrière ça, il y a un élément de culture important, de management, c'est qu'on est basé sur le principe de subsidiarité. Et c'est vraiment quelque chose de très fort. Alors, le principe de subsidiarité, pour ceux qui ne le savent pas, c'est de faire à l'échelle centrale que ce qui ne peut pas être fait à l'échelle inférieure.
Et c'est quelque chose auquel on est extrêmement attentif parce que ça nous permet, dans un cadre qui reste quand même assez industriel par moment, de laisser de la souplesse, de l'agilité pour s'adapter aux contraintes locales, non seulement vis-à-vis de nos clients et de nos sous-traitants, mais aussi de nos collaborateurs. Ce n'est pas les mêmes situations que quand vous êtes à Strasbourg, quand vous êtes à Lyon, quand vous êtes ou dans la banlieue lyonnaise plus précisément, ou à Dax, etc. Donc, chacun s'adapte un petit peu comme il veut. Et ça, c'est vraiment deux éléments de culture très, très forts. Alors, dans les éléments de défis qui sont devant nous, il y a effectivement la RSE, c'est-à-dire la responsabilité sociétale et environnementale. Donc, j'ai parlé de l'environnement. Je peux parler du sociétal et du social. Sur le social, peut-être qu'Emmanuel donnera beaucoup de chiffres, mais on est beaucoup investi. Et aujourd'hui, on a par exemple un accord d'entreprise sur le travail handicapé. Dont on obtient les premiers résultats, puisqu'on était à 3,6% d'emplois handicapés. Je crois qu'on est passé à 4,6% cette année. On a un index d'égalité homme-femme qui est aujourd'hui de 88, très largement supérieur au secteur. On a des accords télétravail. On s'est investi dans le mécénat, notamment sur l'emploi avec un certain nombre d'associations sur lesquelles peut-être que Emmanuel pourra aussi revenir un petit peu plus longuement. Donc on est évidemment investi sur les enjeux de transformation sociaux importants. Et puis sociétaux, on est évidemment très tourné sur le mécénat, etc., avec un certain nombre d'associations qu'on suit de près, comme Magie à l'hôpital, Emmaüs Défi. Voilà. Donc, on a aujourd'hui, je pense, mis en place une politique assez offensive depuis maintenant 2015 qui nous permet d'obtenir des résultats probants, hein, puisque après, on pourrait vous parler, vous transmettre peut-être, on disait tout à l'heure qu'on peut mettre des choses à disposition de ceux qui écoutent le webinaire. Donc, on pourrait mettre notre rapport RSE. Mais j'allais dire, si on veut aussi un avis objectif, nous sommes aujourd'hui, il y a un label qui est de plus en plus répandu, qui s'appelle EcoVadis, qui est un label qui justement sanctionne positivement ou négativement d'ailleurs les entreprises en matière de RSE. Et nous avons obtenu cette année le label Gold qui nous met dans les… Et quand on est Gold, ça veut dire qu'on est dans les 5% des entreprises mesurées les plus vertueuses. Donc pour nous, c'est une vraie réussite et ça mesure encore une fois l'ensemble du spectre de la RSE. Donc ça, c'est vraiment un sujet clé pour nous. Et c'est une demande à la fois externe de nos clients, mais aussi interne, évidemment, de nos collaborateurs. Alors après, vous avez un certain nombre d'enjeux qui concernent l'internationalisation. Nous, il faut qu'on continue à croître, qu'on aille rechercher des nouveaux leviers de croissance pour le futur. C'est beaucoup internalisé ces dernières années. Il y a encore 5 ans, on n'était que dans 2 pays qui étaient la France et l'Allemagne. Aujourd'hui, on est dans 10 pays au total. On a l'expérience, donc l'expérience collaborateur, on en parlera peut-être après, mais on a beaucoup progressé en la matière. On se fait auditer par Great Place to Work. Alors, ce n'est pas pour obtenir le label, mais bien pour travailler sur le questionnaire en amont avec les 62 questions qui nous montrent là où ça va, là où ça ne va pas. Et là aussi, c'est pareil. Cette année, on a obtenu la labellisation après 3 ans de travail. Donc, c'est des choses qui sont très gratifiantes. L'expérience fournisseur, qui est un enjeu clé. Nos fournisseurs subissent aussi une pression colossale et la transition environnementale les touche aussi. Donc, il faut qu'on puisse les accompagner. Pour la première fois, on les a vraiment inclus dans notre axe stratégique comme étant une partie prenante de notre entreprise et pas quelqu'un qui est à côté de nous et qui fait ce qu'on lui dit. Donc, ça, c'est un vrai changement aussi d'attitude, même si, encore une fois, tout ça est fait pour créer de la valeur. Et puis, l'expérience client dans lequel on a beaucoup progressé sur notre Net Promoter Score, c'est-à-dire la satisfaction client ces dernières années. Et un des points sensibles, c'est évidemment la technologie et le digital. Comme vous vous en doutez, on a énormément d'axes de travail là-dessus. Tout à l'heure, il y avait une question intéressante, c'est est-ce que vous voyez un impact de l'IA dans la commission de transport? C'est clair que l'intelligence artificielle va nous… si on met en place des algorithmes, et on a travaillé sur énormément de sujets en la matière, ça doit nous permettre d'optimiser nos tournées, ça doit nous permettre d'anticiper un certain nombre de besoins, de massifier, etc. Donc, il y a énormément de choses à faire en la matière. Et puis, par ailleurs, on a En fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, notre métier, c'est plus de transporter une marchandise, mais de transporter de l'information. Et donc, avoir de la data, être capable de l'exploiter, avoir une complétude des données de suivi et pouvoir en faire quelque chose vis-à-vis de nos clients, la vendre,
déjà, en disant, voilà, nous, on a telle ou telle donnée pour vous, voilà ce qu'on peut vous proposer pour y répondre, c'est fondamental. Donc, à la fois, il y a l'urbanisation de notre récit, l'amélioration de nos systèmes informatiques en règle générale, parce que l'un des points, mon père m'avait laissé une formidable entreprise, très saine financièrement, avec une super culture d'entreprise. Par contre, j'avais le système informatique, voilà, on sentait qu'il y avait un peu une dette informatique derrière et je suis toujours en train de courir après le rétablissement de cette dette. Donc, il faut faire les deux. Il faut à la fois améliorer nos process digitaux, la digitaliser, dématérialiser, etc. Sortir un certain nombre de nouveaux logiciels qui coûtent très cher parce que vous les passez en mode SaaS, c'est-à-dire que ce n'est plus des logiciels que vous avez à vous en propre, etc. C'est des logiciels qui sont dans le cloud et vous achetez des licences et des licences et des licences. Donc, chaque année, il faut rajouter quelque chose. N'est-ce pas, monsieur Emmanuel Ledroit, qui vient de me faire acheter un joli SIRH? Mais bon, c'est fondamental pour mieux connaître aussi les personnes qui constituent votre entreprise, pour mieux faire les entretiens annuels, mais c'est le cas du CRM, etc. Donc, on a une multitude d'investissements, une multitude de défis. La cybersécurité qui vient par-dessus. On n'en a pas parlé, mais la cybersécurité, c'est un enjeu fondamental. Aujourd'hui, on investit 1 million dans l'entreprise. C'est absolument pas, c'est pas rentable. C'est vraiment un investissement perdu, quoi, hein, entre guillemets, mais c'est de la gestion de risque. Donc, en fait, on est devant un mur d'investissement qui, pour le coup, et je reviens à mon propos initial, me permet aujourd'hui d'être assez serein dans un environnement où je le fais avec, sans être contraint par des hauts et des bas, un actionnaire pressant parce que ça ne va pas, ou qui se dit que dans 2 ans, il va vendre, du coup, on arrête tous les investissements, ce qui met à mal l'entreprise sur les 10 ans à venir. Moi, je suis extrêmement serein. J'ai le temps pour le faire. On peut avoir des moments où on accepte que la profitabilité baisse ponctuellement. Et je vais juste réexpliquer pourquoi, pour réinvestir. Pourquoi je dis ça ponctuellement? Parce que contrairement à ce que certains veulent dire, l'entreprise ne peut pas avoir une… Moi, je ne crois pas du tout à une entreprise qui aurait d'autres missions sociétales, etc. Moi, je crois à l'entreprise qui est là pour créer de la valeur. Pourquoi? Et pourquoi il faut intégrer ça dans la création de valeur? Parce que le jour où, si les gens le font pour faire un joli rapport RSE, pour dire, voilà, moi, c'est la cerise sur le gâteau, en plus, je suis très vert, etc. Vous êtes d'une part un peu dans le greenwashing, et donc aujourd'hui, il y a de plus en plus d'attaques là-dessus, mais surtout, si vous avez un vent contraire, que vous ne l'avez pas intégré dans votre création de valeur, si vous ne l'avez pas intégré dans votre business model, excusez-moi les anglicismes, le moindre vent contraire, la moindre crise, la première chose que vous sacrifiez, c'est l'environnemental, c'est le sociétal, c'est tout ça. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut intégrer dans votre calcul. L'autre jour, j'entendais quelqu'un dire, mais la diversité, on en a besoin, non pas pour faire joli et pour intégrer des gens, on en a besoin parce que nos consommateurs sont divers. Et donc, si on veut bien comprendre nos consommateurs, il faut qu'on ait des gens qui soient issus de la diversité, qui soient de confessions différentes, qui soient d'univers différents, etc. Et donc, il faut vraiment avoir cette vision business dans tout ce qu'on fait. La RSE, ce n'est pas un pan qui fait joli ou marketing de l'histoire, c'est vraiment un point qui m'assure la pérennité de l'entreprise à très long terme, et ça, c'est absolument nécessaire. Au même titre que les autres enjeux, que sont le digital, que sont l'internationalisation, etc., qui sont des investissements lourds, qui sont des investissements de long terme. Ça demande aussi des changements de culture d'entreprise, hein, parce que notre culture d'entreprise n'est pas tournée sur de la gestion de projets classiques très rapides, comme savent le faire les startups. Nous, on est une entreprise industrielle, donc on fait des projets à 5 ans. Donc, changer la culture d'entreprise là-dessus, ça demande énormément d'évolution et des apports de gens qui viennent d'horizons nouveaux, différents, etc. Et c'est là qu'on parlera peut-être des nouvelles compétences que les entreprises ont besoin d'avoir parmi elles. C'est formidable parce que là déjà, vous introduisez la deuxième partie de notre entretien. Mais avant, peut-être qu'on peut prendre quelques minutes, Laurence, je te cède la parole pour répondre à quelques questions du chat. Alors surtout, vous autres qui nous écoutez, n'hésitez pas à poser des questions via le chat. Et puis, donc après, on va passer à la deuxième partie. Donc Laurence, c'est à toi. Oui, sur la liste, hein, nous avons quelques questions. Une première question sur la dominante coûts et finances. Quel est l'impact aujourd'hui sur vos activités de l'envolée du cours du pétrole, la hausse des coûts de production plus globalement? Est-ce qu'il y a des décisions stratégiques que vous avez dû mettre en place? Est-ce qu'il y a des modes de transport qui ont été privilégiés pour maîtriser les coûts? Comment l'entreprise Epner aujourd'hui se positionne face à ces évolutions? C'est une excellente question. Alors, il y a des effets directs. En premier lieu, je vous disais tout à l'heure qu'on avait commencé notre transition environnementale en s'appuyant sur le GNV.
Donc évidemment, le gaz qui était déjà assez élevé fin 2021, évidemment, le 24 février dernier, tout changeait. Et là, on passait sur une explosion des prix qui a mis à mal cette transition environnementale pour nous diriger vers de l'électrique, etc. Alors, par rapport à l'envolée des coûts ailleurs, c'est-à-dire d'une part le pétrole et d'autre part l'électricité, on consomme aujourd'hui 1,7 million d'électricité en France. Nous, on n'est pas les premiers concernés. On a un contrat qui, c'est de la chance, hein, va jusqu'à fin 2023, donc on est assez préservé. Mais en Allemagne, on va prendre une augmentation de 700 000 euros et en Suisse, je crois, d'un montant à peu près similaire. Donc on a évidemment des coûts, on essaye de répercuter à nos clients, mais bon, c'est évidemment difficile. On n'a pas une élasticité prix dans nos métiers qui soit suffisante pour augmenter de manière aussi brutale nos prix partout. Donc ça, c'est un problème. Sur le pétrole, j'allais vous dire, on a plutôt, nos clients ont été assez réceptifs et ça s'est plutôt bien passé. Il faut leur rendre hommage aussi parce qu'ils ne le sont pas toujours. Et là, cette fois, ils ont bien compris le sujet. Hein, quand on a un baril qui monte à 140, forcément, on a un indice qu'on appelle CNR en France, qui est l'indice qui est en fait donné par un institut indépendant et qui permet aux transporteurs, et ça, c'est une chance depuis la loi Guesso, de pouvoir pratiquer un pied de facture qui vient se rajouter en plus, qui est un pourcentage du chiffre d'affaires qui s'applique en fonction des coûts à la pompe et à la cuve du gasoil. Eh bien, nous, on a le droit en France et les clients ont l'obligation d'accepter une surcharge gasoil. Alors après, les formules divergent selon l'indice de référence que vous prenez, l'année de référence que vous prenez, etc. Évidemment, quand vous partez au plus haut du pétrole et que vos prix incluent déjà une partie du pétrole, vous ne pouvez pas faire varier une surcharge de manière trop importante. Mais pour ceux qui étaient très bas, quand je sais pas, on a fait une acquisition, je dirais, en 2020 avec un baril à un moment qui était négatif, donc en tout cas sur le baril texan là. Donc oui, effectivement, il y a cette protection-là, et ça, c'est une aubaine pour nous parce que sinon, ce serait extrêmement compliqué. Et ça avait été mis en place d'ailleurs à l'époque dans l'esprit que c'était une composante essentielle du prix du transport et qu'il fallait en protéger les transporteurs parce que les clients ne pouvaient pas accepter des répercussions telles sur des durées très courtes. Et par contre, ce n'est pas le cas en Allemagne, ce n'est pas le cas dans les autres pays européens. Et là, pour le coup, on a dû aller un peu au forceps, passer ces hausses, ces surcharges gasoil chez nos clients. Dans l'ensemble, ça a été plutôt bien perçu. Donc voilà sur les éléments de coût essentiels. Après, on peut parler des palettes, par exemple, des supports qui ont augmenté terriblement. On est passé de 7 € la palette à 28. Donc voilà, vous n'avez pas intérêt à en perdre dans le réseau ou les faire voler parce que sinon, ça devient compliqué. Puis après, vous avez toute une foultitude de coûts qui ont augmenté. Mais l'effet le plus clair pour nous, c'est quand même dans l'industrie chez nos clients. Hein, quand je connais notamment des industries de l'agroalimentaire qui voient leur coût de l'électricité passer de 12 à 35 millions hein, pour une entreprise de taille intermédiaire qui fabrique des sandwichs. Bon, voilà, vous êtes tout de suite sur des sommes beaucoup plus importantes parce qu'elles sont énergivores, elles sont très consommatrices. Nous, on a réussi à le gérer, mais parce que globalement, on a un moyen de le répercuter à nos clients. Les autres industries sont plus en difficulté. Et puis, on avait ces contrats qui nous protégeaient grâce à Dieu. Voilà. Merci. Une autre question a été également soulevée en lien avec les modes de transport face aux défis environnementaux aujourd'hui. Est-ce que les modes de transport évoluent? Est-ce que la part du transport fluvial augmente significativement? Est-ce que la gestion des derniers kilomètres s'effectue différemment d'il y a quelques années? Je ne sais pas si l'entreprise a quelques points qui pourraient nous... Alors, oui, juste pour compléter le dernier point, il y avait quand même les NAO, enfin les négociations annuelles obligatoires hein, sur le personnel. Évidemment, le coût du personnel a beaucoup augmenté. Donc ça, évidemment, ça fait partie des choses à prendre en compte. Alors, pour revenir à la question de l'instant, il y a deux questions pour moi. Il y a effectivement les moyens qu'on utilise sur le dernier kilomètre. Enfin, en tout cas, c'est la même question, mais je vais y répondre de deux manières. Le report modal, il y a des questions d'efficacité, il y a d'organisation. La SNCF est absolument pas prête à prendre... D'abord, excusez-moi, mais je veux vexer personne. Mais là, on est vraiment dans une entreprise qui est tournée sur l'interne, qui est tournée sur sa vision à elle de son exploitation. Et donc, il y a des contraintes opérationnelles pour nos clients qui cherchent à charger le plus tard possible
pour essayer de prendre le plus de commandes dans la journée et expédier un maximum de commandes qui ne sont pas compatibles avec ce que fait la SNCF. Et je vais vous dire, moi, j'ai perdu, on fait moins de choses avec la SNCF, bon, avec le rail, puisque maintenant, ça devient un peu privatisé, maintenant qu'on le faisait à l'époque, qu'on le faisait il y a 10, 15, 20 ans. À l'époque, je me souviens, on travaillait pour BIC, et BIC avait toute une ligne d'envoi qu'on faisait, on avait des wagons sur le Pays Basque, etc. Bon, ça s'est arrêté parce qu'après avoir perdu plusieurs conteneurs et avoir pas réussi à tenir les délais, ça s'est arrêté parce que nos clients ont besoin quand même d'une certaine efficacité. Et on recommence à faire des choses intéressantes, c'est-à-dire sur la partie, je disais tout à l'heure, les tractions interagences. Typiquement, on commence maintenant à renvoyer, notamment sur le sud, sur le sud-ouest et le sud-est, des wagons qu'on achète et qui nous servent comme si c'était des tractions à faire du groupage. C'est-à-dire que là, on met des envois différents, etc. Donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui un petit peu plus. Ça se développe, mais ça reste extrêmement marginal. Le fluvial, on en faisait notamment pour le transport de hauts conteneurs sur Anvers, sur Amsterdam, etc. Bon, là, on est malheureusement avec des contraintes climatiques qui rendent l'exploitation assez complexe. Et typiquement, le Rhin a connu une baisse de la crue, enfin une baisse du niveau de l'eau, pardon, je cherchais le terme, qui était trop importante pour qu'on ait continué à ça. Donc, on a dû reporter sur la route. Donc, voilà, c'est encore marginal. On progresse à la demande des clients, mais il faut savoir que ces moyens sont plus chers et plus lents. Autrement dit, là, il faut qu'on trouve, il faut que nos clients s'y retrouvent et bon, ils ont envie. Quand on leur présente comment ça va se passer, la douloureuse, voilà, y compris les clients les plus vertueux ont parfois un peu de mal. En revanche, là où on fait beaucoup de progrès, c'est que par exemple, 12% de nos envois aujourd'hui, quand on livre le centre-ville, sont faits avec des moyens dits verts, en tout cas qui diminuent très sensiblement les émissions de gaz à effet de serre. D'une part, le gaz, l'électrique, et au début, quelque chose sur lequel j'étais plutôt sceptique, mais qui prend de l'ampleur parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui se développe bien avec… c'est le vélo cargo qui représente aujourd'hui, je crois, 3% de nos envois ou quelque chose comme ça. Donc, on est quand même sur un nombre assez considérable d'envois et ça se développe plutôt bien. Donc, voilà, aujourd'hui, on est déjà à 12% de nos envois qui sont livrés en moyen vert. Il faut savoir, quand on interroge nos clients, que les clients français sont les plus en avant, hein, là-dessus, et le plus demandeurs. Parce que quand vous interrogez les clients allemands, bon, ça c'est assez secondaire, les clients français le mettent au niveau du prix, c'est-à-dire vraiment comme un élément discriminant. Donc voilà, on fait des partenariats comme des entreprises comme Decathlon, et encore une fois, on ne le fait pas seulement pour faire beau, etc. D'une part, on le fait parce qu'il faut qu'on continue à rentrer dans nos zones à faire des émissions à partir du 1er janvier 2024, et en plus de ça, on le fait parce que ça nous permet de gagner des parts de marché ou de les consolider. Il y a beaucoup de clients qu'on a gagnés, captés ces dernières années, aussi parce qu'on a proposé ça. Je pense à Decathlon, qui nous a confié des flux parce qu'on avait proposé des solutions un peu… Et comme Decathlon est une entreprise assez vertueuse, pour nous, c'était très sympa de pouvoir associer l'image avec ces gens. Donc voilà, on travaille. On a travaillé aussi avec Air France à apprendre à investir sur ce qu'on appelle le SAF, c'est-à-dire effectivement des carburants d'avion qui soient un peu plus doux, etc. Donc voilà, on le fait y compris en aérien, parce que l'aérien, c'est très peu d'envois chez nous, mais quand on regarde la part que ça représente dans notre scope 3 d'émissions, c'est quand même important, toujours moins important que le terrestre, mais bon, comparé à la part, relative à la part, c'est quand même très important. Et je voyais une question passer sur l'hydrogène. Alors, pour les poids lourds, c'est pas avant 2030, hein, c'est vraiment… D'abord parce que si vous voulez faire de l'hydrogène vert, ça demande des piles à combustible qui alourdissent très, très largement la charge utile, etc. Ça nous permet de mettre moins de marchandises, donc plus de camions sur la route. Bon. Il y a aussi une question de production à l'heure actuelle du matériel, d'une part, et puis des technologies et des moyens de recharge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a très peu de moyens de recharge. Il y a des gens qui ne veulent pas voir de stations dans leur périmètre, etc. Donc, il y a très peu de construction possible par moment. Donc, voilà, on a créé nos propres stations de gaz sur certaines agences. On est en train d'investir nous-mêmes, de co-investir avec un acteur qui s'appelle Volta, qui est vraiment très en avance sur les camions électriques, notamment les poids lourds électriques, pour mettre en place des bases de recharge dans nos agences, etc. Mais c'est des investissements considérables et qui prennent du temps et qui prendront du temps. Donc, voilà, il y a plusieurs freins là-dessus, mais c'est vraiment un enjeu clé sur lequel on avance au quotidien. Merci. Une dernière question par rapport à ce premier temps d'entretien.
qui concerne plus particulièrement en fait, les concurrents sur le marché. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes face à de nouveaux concurrents sur le marché? Et quels sont les atouts du groupe pour se maintenir par rapport aux nouvelles entreprises? Je pense que des nouveaux concurrents, ouais, y a beaucoup d'acteurs du digital qui viennent là-dessus, mais en fait, après avoir pensé qu'on était tous débiles depuis 100 ans, ils se sont rendus compte que finalement, parfois on était bêtes, mais pas tout le temps, et que ce qu'on fait depuis des années, on le fait pas si mal. Si vous voulez, le grand pitch qu'il y avait des acteurs du digital qui notamment disent, mais attendez, grâce à nous, on va réduire le vide parce qu'on va créer de la transparence, parce que nos data, etc., etc. Quand vous avez 2 fois plus de flux vers l'Allemagne, depuis l'Allemagne vers la France que de la France vers l'Allemagne, à un moment, il faut bien que le chauffeur rentre chez lui. Donc, si vous voulez, par définition, vous aurez un déséquilibre des flux et donc un peu de vide dans les camions. Et il y a du vide qui est structurel parce que c'est la même chose entre Paris et Nice et Paris, etc. Donc voilà, vous avez un peu ce truc-là où il y a beaucoup d'acteurs du digital qui sont venus essayer de prendre des parts de marché. Finalement, elles se sont toutes un peu spécialisées sur des parties de la chaîne. Il y en a qui ont foncé dans leur truc de matchmaking, en mettre en lien des expéditeurs avec des transporteurs, mais ça a très peu marché. Il y en a déjà 2 importantes qui sont cassées la figure. Donc voilà. Mais par contre, il y a d'autres startups qui aujourd'hui qui étaient beaucoup plus frontales au départ et qui aujourd'hui sont rentrées dans la chaîne avec nous. Et plutôt que de nous concurrencer, ils disent mais comment on peut bosser ensemble sur un certain nombre de points, la remontée d'informations, la remontée des POD, le track and trace, voilà, etc. Et donc ça, on arrive à travailler avec eux beaucoup plus efficacement. Pour le reste, dans les acteurs traditionnels, on n'est jamais à l'abri que vous ayez un nouvel acteur qui investisse un jour en France, qui rachète quelque chose. Mais dans l'ensemble, c'est un paysage qui s'est quand même sensiblement clarifié. Alors, il y a eu pendant des années une course au volume, notamment parce que c'est un moment où on avait édicté le transport, sans doute de manière un peu stratégique, à la tête des gouvernements. Au début des années 2000, il y a beaucoup de fleurons, notamment français, qui ont été rachetés par des entreprises allemandes, notamment. Hein. Je pense à Joyau, qui a été racheté par la Deutsche Bahn, donc l'équivalent de la SNCF allemande. Vous avez Daxer qui a racheté Gravelot, vous avez Kuehne+Nagel qui a racheté Alloin, vous avez DHL qui a racheté, et ça c'était dramatique, Danzas et Ducrot. Et là, vous êtes retrouvé avec quelqu'un qui, quand il avait un problème de profitabilité, augmentait le prix du timbre, hein, puisque c'était la poste allemande. Et ils ont réussi à faire l'exploit en France de perdre 100 millions d'euros sur 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, évidemment, créant une concurrence absolument délétère, mais aussi avec d'autres acteurs qui sont lancés dans une course au volume mortifère. Et ça s'est arrêté en 2015, malheureusement, il faut le dire, hein, avec beaucoup de casse sociale, avec l'effondrement d'abord de Maury, puis de Ducrot-Maury, puis de Cernam, etc. Donc, le marché est aujourd'hui assez nettoyé. On gagne toujours assez peu d'argent dans ce métier, au moins sur la partie industrielle, qui est quand même une partie essentielle, mais au moins on n'a pas d'acteurs très agressifs, etc. Et ce qui fait nos atouts, je disais, le temps long par rapport aux autres, c'est vraiment fondamental. Le temps long, le temps long, le temps long, ça permet d'avoir une stabilité d'investissement, d'avoir une stabilité dans la stratégie, d'avoir une stabilité du personnel. La moyenne de l'ancienneté dans le groupe, c'est 11,4 ans. Vous me corrigez, Emmanuel, si je dis des bêtises. Ouais, c'est ça, 11,6. Ouais. Dans les plus de 55 ans, c'est 22% de nos emplois. Ouais. Donc, on est quand même avec voilà, le temps long, ça s'inscrit aussi socialement, et ça, c'est très intéressant. Et puis, ce qui fait, je pense, notre force, c'est une culture d'entreprise basée sur des valeurs extrêmement fortes, hein, c'est-à-dire audace, loyauté, engagement, excellence. Voilà, c'est vraiment des responsabilités. Oui, c'est la 5e. On a vraiment des valeurs qui sont très fortes. Et alors, j'aime pas trop parler des valeurs parce que ça peut être un truc marketing, mais vraiment, chez nous, j'arrive à manager par les valeurs. Ça, c'est formidable parce que quand tout le monde s'y retrouve, votre entreprise devient un peu clivante, hein, par contre. C'est-à-dire que ceux qui n'aiment pas votre manière de fonctionner, ils partent assez vite. Mais par contre, ceux qui y restent et ceux qui s'y retrouvent, ils s'y épanouissent. C'est d'ailleurs le sens au travail. C'est quelque chose qui ressort très fort dans nos enquêtes internes sur qu'est-ce que vous aimez le plus dans l'entreprise. C'est le sens qu'on a à son travail au quotidien. C'est plus de 70% des collaborateurs qui sont heureux de ça. Donc voilà, je pense que c'est des atouts clés, la culture d'entreprise, nos valeurs et ainsi que la gestion d'un temps long qui nous permet d'être constant dans notre approche vis-à-vis du marché, vis-à-vis des collaborateurs, vis-à-vis de l'ensemble de nos parties prenantes. Merci pour tout ça. Ce que je vous propose, c'est que nous passions maintenant à la deuxième partie de notre entretien. Laurence, à toi.
Pour cette Je vais seconde me partie, chercher une bouteille d'eau si vous voulez bien, juste une seconde. Je laisse Emmanuel prendre la suite. Ça marche. Pour cette seconde partie, on vous propose de traiter davantage de thématiques autour de l'évolution des métiers, des besoins en compétences par rapport à vos recrutements au niveau des jeunes. Peut-être une première question aujourd'hui, vous l'avez évoqué précédemment, la robotisation, la digitalisation, le numérique font évoluer, voire transformer les métiers. Pouvez-vous nous indiquer les principaux métiers présents aujourd'hui dans votre entreprise, dans le secteur du transport de la logistique, et quelles en sont les principales missions? Eh ben, je vais vous présenter tout ça. Peut-être juste avant, pour faire la transition, le lien avec ce que nous disait Jean-Thomas, et par rapport à notre fameuse enquête de satisfaction salariée, c'est vrai que c'est réellement fondamental dans notre entreprise par rapport à la culture d'entreprise, ETI, familiale, entreprise sur laquelle on donne de l'autonomie aux salariés et sur laquelle on développe une culture d'entrepreneuriat. On le retrouve complètement dans le retour de nos salariés sur cette enquête de satisfaction. Avec, comme le disait Jean-Thomas, 72% de nos salariés qui disent « je trouve du sens au travail ». Et ça, c'est fondamental et ça va répondre à plein de questions autour justement, on sent que le salarié, la relation du salarié évolue par rapport à l'entreprise et on a la chance aujourd'hui d'être dans une entreprise où nos salariés trouvent un sens à ce qu'ils font et un sens à la valeur ajoutée qu'ils apportent à tous les niveaux de l'entreprise. Ça, c'est fondamental. Et du coup, pour répondre à votre question sur les métiers de l'entreprise, on va être en fait sur un panel de métiers extrêmement large. C'est-à-dire que on va avoir des métiers très opérationnels, bien sûr, manutentionnaire sur un quai, charger, décharger les camions. On est vraiment sur un métier extrêmement opérationnel, très manuel. Pareil pour les métiers de caristes ou nos métiers de chauffeurs. Et d'autres métiers qui vont être beaucoup plus fonctionnels, voire pour quelques-uns stratégiques. On va être sur des éléments de management, de direction, de gestion de projet, toutes les fonctions support dont on a besoin forcément dans une entreprise, comptabilité, RH, etc. Et du coup, finalement, si on veut structurer nos différents emplois, on a tout ce qu'on appelle la production. Donc, on retrouve nos fameux métiers assez manuels, donc tout ce qui est manutention et conduite. Toute la partie exploitation dans nos agences, les équipes qui vont gérer ces fameux flux, qui vont organiser les tournées, qui vont gérer donc les agences. Tous nos métiers autour de la commission, autour de l'affrètement, et donc là, toutes les dimensions également commerciales qu'on peut attendre de nos équipes. Et puis, on a également des métiers qui sont pour partie très ouverts sur l'international, de par notre position en Europe et de nos échanges dans les 150 pays qu'évoquait Jean-Thomas. Et ça, c'est vraiment fondamental. On va de plus en plus rechercher des profils de personnes qui, justement, sont ouverts à l'international et ont le niveau linguistique nécessaire. Puis après, bien sûr, vous avez toutes les fonctions support dont je donnais quelques exemples il y a un instant en parlant de comptabilité, finance, achat, ressources humaines, etc. Et si on veut faire un point global sur nos équipes, on a à peu près un tiers de nos salariés qui sont plutôt de la catégorie professionnelle ouvrier en France, un tiers qui vont être en maîtrise, et puis 16% de cadres et 18% d'employés. Donc, du coup, on a une vraie pluralité, ce qui fait qu'on peut aller chercher et proposer surtout des emplois à, je dirais, des catégories extrêmement larges de futurs collaborateurs, que ce soit en termes de background, en termes de niveau, de diplôme. Merci. Vous êtes amené à recruter du nouveau personnel. Au niveau de l'éducation nationale, on forme les salariés, participe à la formation des salariés de demain. Au niveau de vos recherches en termes de recrutement, quelles sont les compétences que les apprenants doivent acquérir, à votre sens, au cours de leur formation? Quels sont les profils que vous recherchez par rapport à des candidats, par rapport à des postes qui seraient susceptibles d'être vacants dans votre groupe? Alors, pour être très concret, par rapport au profil, sur une année comme 2022, on recrute à peu près 400 personnes en France. Une très grosse majorité de CDI et donc une petite cinquantaine de CDD. On va être pour la moitié d'entre eux, sur des métiers que je citais tout à l'heure, d'exploitation, donc nos équipes sur les quais, sur la conduite et l'exploitation des agences.
on va avoir à peu près des besoins autour de 150 sur tout ce qui est métier à dimension commerciale, ce qui est donc métier de la commission de transport, et puis une cinquantaine de postes ouverts sur donc tout ce qui est fonction support. Donc, voilà un petit peu sur je dirais le type d'embauche qu'on a. Et Jean-Thomas le précisait tout à l'heure, on a 22% de nos salariés qui ont plus de 55 ans parce qu'on a une forme de diversité qui fait qu'au niveau des âges, on va avoir à peu près un quart de nos salariés qui ont moins de 35 ans, la moitié va être entre 35 et 55, et puis on a, je vous dis, 22% de plus de 55 ans. Ce qui veut dire qu'on embauche des jeunes diplômés, mais on embauche aussi des personnes qui sont plus confirmées, et donc on va embaucher à tout âge. Mais par rapport à votre question, si on est sur plutôt les jeunes diplômés, et par rapport à votre mission de former ces nouveaux entrants dans le monde du travail, on a un programme qu'on a renforcé au fur et à mesure des années sur tout ce qui est alternance. Aujourd'hui, on va recruter en France 85 alternants. On en a une centaine dans le groupe parce que nos collègues de nos filiales allemandes font également de même. Et là, on est vraiment sur une vraie porte d'entrée pour l'entreprise, puisque pendant une période de 1, 2, 3 ans, ces étudiants vont être vraiment en pleine immersion dans l'entreprise et on va les accompagner dans leur montée en compétences. Et ça va leur donner toutes les chances d'être le plus, je dirais, opérationnel et le plus employable au moment où ils vont rentrer réellement dans la vie active. D'ailleurs, ces alternants, au milieu du parcours, ils se sentent plus dans la vie active quasiment que dans la vie scolaire. Et pour vous donner une illustration, en 2022, on a embauché 35 de ces alternants sur des postes de CDI dans notre organisation. Et ça, on essaye de le faire sur l'ensemble de nos métiers clés sur lesquels on a des besoins. Donc, bien sûr, les équipes d'affrètement, puisque c'est vraiment un besoin important. Et on essaye de le développer même aussi sur des fonctions plus opérationnelles pour avoir des managers de quai, des chefs de quai sur ce type de profil. Et je complète par l'alternance parce que c'est un métier, bon, qui est un peu plus complexe que ce qu'on croit, mais ce n'est pas non plus un métier d'ingénieur. Et pour peu que les jeunes filles et les jeunes gens qui nous rejoignent en alternance et l'envie de progresser, c'est un métier qui s'apprend assez facilement et qui peut donner vraiment assez vite des envies. Moi, je prends le cas de mon directeur des opérations actuelles, qui a 42 ans. Il a commencé en alternance chez moi il y a 22 ans. Donc, c'est des parcours qui permettent d'évoluer pour peu qu'on ait une curiosité intellectuelle, qu'on ait envie, qu'on ait la tête à peu près bien faite. On peut vraiment évoluer. Alors, sans aller dans cet extrême-là où là, effectivement, on est avec un membre du COMEX actuel, on a quand même des gens qui ont bien évolué dans l'entreprise sur des postes significatifs qui, en partant de l'alternance chez nous. Donc, c'est une formidable base. C'est vrai qu'en 2022, on a un peu baissé, mais traditionnellement, on est plutôt à 50% de transformation de l'alternance. Ça a toujours été une volonté. Pendant le Covid, par exemple, on a fait plus que l'obligation légale parce qu'on a estimé que c'était un de nos devoirs vis-à-vis des jeunes gens de continuer à les embaucher à un moment où là, pour le coup, je n'avais jamais reçu autant de CV, de demandes d'alternants, que ce soit sur LinkedIn, par mail, etc. Merci. Lorsque le personnel travaille pour votre groupe, est-ce que vous avez une stratégie en matière de formation interne, d'évolution de carrière? Est-ce qu'il y a des compétences qui sont renforcées? Est-ce que vous détectez les compétences au préalable indispensables pour une évolution de carrière au sein de votre entreprise? Alors, on va bien sûr, au moment des entretiens de recrutement, détecter un certain nombre de compétences ou d'aptitudes, en tous les cas, à les développer. On va aussi s'intéresser fortement à la personnalité du collaborateur, peu importe le niveau de responsabilité qu'il va prendre, pour voir aussi s'il y a une adéquation avec notre culture d'entreprise et nos valeurs d'entreprise, ce qu'évoquait tout à l'heure Jean-Thomas, et ça, c'est vraiment fondamental. Et puis, une fois que nos salariés sont dans l'entreprise, on a des programmes de formation où, en fait, outre bien sûr tout ce qui est formation obligatoire qu'on va mettre en place, on développe chaque année 2 à 3 programmes de montée en compétences sur notre formation métier.
Donc, pour exemple, l'année dernière, on était sur un programme de montée en compétence sur la partie indemnisation, montée en compétence sur la partie affrètement. Et depuis 2 ans, on travaille également sur toutes les compétences commerciales. À ça, on rajoute, on le fait cette année, un parcours de formation sur les compétences managériales, parce qu'on est persuadé que plus notre équipe managériale sera accompagnée, dotée de compétences fortes, plus ils seront en capacité de développer, d'encadrer et d'embarquer leur équipe, ce qui répond d'ailleurs à notre enjeu de développer l'expérience collaborateur dans le groupe. Ce qu'on a fait également, et c'était extrêmement utile au moment de la crise du Covid, on a développé une plateforme de formation digitale avec une centaine de contenus qu'on fait évoluer au fur et à mesure des besoins, sur lequel justement nos collaborateurs peuvent suivre des programmes qui sont prédéfinis, ou peuvent eux-mêmes aller se développer sur des compétences, soit des compétences techniques, soit des soft skills, dont ils ont besoin et sur lesquels ils ont motivation à se développer. Ce qu'on fait également, on essaie de développer un certain nombre de formations en interne qui sont construites justement avec nos managers, avec nos spécialistes, pour les rendre le plus opérationnels et le plus pragmatiques possible. Et à titre d'exemple, cette année, on lance tout un programme de formation de nos chefs d'équipe, chefs de quai, sur la capacité à animer des réunions courtes en début de poste, vous voyez, pour faire passer des messages clés, des messages principaux, mais également aussi être à l'écoute des équipes sur les problématiques qui peuvent remonter. Donc ça paraît simple comme ça, mais on a vraiment mis en place un module de formation avec notre responsable de formation pour en interne pouvoir justement former l'ensemble de nos, on a 140 chefs d'équipe en France, et donc les faire monter en compétences dans cette partie communication, engagement des équipes. Voilà quelques illustrations sur la partie formation. Ouais, pour compléter, chaque année, au mois de juin, on fait une revue complète du personnel avec chaque patron de région ou business unit d'une certaine taille, et on passe en revue l'intégralité des collaborateurs. Et vraiment l'intégralité. C'est-à-dire que là, pour le coup, le but, c'est de faire vraiment un recensement des compétences clés. Bon, ça, c'est pas forcément ceux qui sont le plus évolutifs d'ailleurs, hein. C'est ceux qui sont des compétences clés. Donc, ils peuvent avoir 60 ans et ne plus être à leur seuil de Peters, ne plus pouvoir bouger, mais c'est ceux auxquels on a absolument besoin de faire attention. Et puis, les talents et ceux qu'on doit faire progresser dans l'entreprise. Et donc là, ceux-là, alors, on a tout un socle de talents identifiés en interne, auquel chaque année, on reverse 3, 4, 5 talents qu'on va recruter sur le marché. Alors là, on est plutôt sur du futur cadre supérieur, mais pour le coup, dans le recensement interne des talents, vous avez des gens, là, pour le coup, qui viennent de la base. Parce que si vous voulez, avec 70 sites en France, nous, le siège, c'est très loin, on ne peut pas être partout. Les managers, on a des managers de proximité qui, bon, selon leur degré d'ouverture, selon leur capacité personnelle, vont vous dire ou pas, selon le fait qu'ils se sentent menacés ou pas, si tel ou tel collaborateur est de bon niveau. Et donc, on le fait avec les directeurs régionaux qui, eux, connaissent quand même assez bien leur monde et qui nous disent, voilà, celle-là, celui-là, ils sont bons, etc. Et à ce moment-là, on les met dans le truc, on les suit personnellement, on fait en sorte que la RH les rencontre individuellement pour éventuellement voir quelles sont leurs aspirations, comment on peut les faire évoluer, quels sont les talents, quelles sont les compétences qui leur manquent, etc. Et pour revenir à un point essentiel de ce que vous avez dit, c'est-à-dire la mobilité interne, quels sont les parcours de carrière. Moi, je suis assez sceptique sur l'enjeu des parcours de carrière parce que, bon, d'une part, je ne suis pas toujours convaincu que ce n'est pas aussi une question de rencontre, d'un moment, d'une opportunité. Puis d'autre part, en France, on a un vrai sujet sur la mobilité géographique, j'entends, qui est un vrai sujet. Par rapport à l'Allemagne, par exemple, où un jeune homme ou une jeune femme, au début de leur carrière, ils sont tout à fait prêts à faire 300, 400, 500 km pour aller s'installer ailleurs, etc. Et c'est assez vrai pendant toute leur carrière. En Alsace, déjà, monter de Mulhouse à Strasbourg, attention, là, je me lance dans l'inconnu, et puis les Barinois, c'est des cons. Et voilà. Donc là, on est quand même un peu sur des choses très franco-françaises qui, vraiment, sont extrêmement freins sur la mobilité, même de carrière. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple, mais on recherchait un responsable d'exploitation à Strasbourg
sur un poste important. Et on avait repéré un talent qui est à Marseille. Alors certes, moi je comprends tout, etc. Mais c'est un exemple. Là, il y avait la possibilité de le faire évoluer, il n'a pas voulu. Et là, on est quand même sur des exemples assez éloignés, etc. Donc, on peut très bien se dire, bon, bah, il a une vie de famille. Mais quand quelqu'un qui est à Bordeaux postule pour faire directeur régional et qu'on lui dit, bah oui, mais le poste est à Toulouse, qui lui dit non, forcément, ça crée des contraintes. Et honnêtement, on a des contraintes géographiques qui ne sont pas celles de 300 km, 600 km, etc. C'est parfois 25 km, 30 km, 50 km. Donc là, on a voilà, c'est un vrai sujet qui nous empêche parfois de prévoir plus largement, parce qu'au sein d'une même agence, on n'a pas une multitude non plus de possibilités d'évolution. Et d'ailleurs, le portrait robot de la personne qui est un peu insatisfaite dans le groupe, on a un taux de satisfaction qui est élevé, on est à 70% ou un petit peu moins, on est à 69%. La personne la plus insatisfaite, c'est une femme employée qui est là depuis entre 15 et 25 ans. C'est ça. Et là, on se retrouve vraiment dans l'employé qui se retrouve régionalement dans un endroit où il ne peut pas trop bouger, on n'a pas des milliards de propositions à faire d'évolution, il n'est plus tellement intégré aux décisions de l'agence parce qu'il est à un poste un peu intermédiaire. Ça, c'est un travail qu'il faut qu'on fasse nous, mais c'est assez instructif aussi sur la capacité à faire bouger les gens et les opportunités qu'on peut leur donner. Et là, on se retrouve après avec des gens qui finissent par être dans une certaine routine et donc perdent en efficacité, y compris pour l'entreprise. Donc, on a tout intérêt à tous travailler dessus, mais c'est un sujet clé. Je rebondis sur ce que dit Jean-Thomas. L'année dernière, on a fait bouger 80 personnes. Mais sur ces 80 personnes, géographiquement, je les compte sur les doigts de la main. Alors, on a fait bouger un Alsacien vers la Bretagne quand même. Mais on a un potentiel d'agence, même une cinquantaine de sites. Donc, on est une entreprise quand même qui est plutôt bien représentée sur le territoire national. Mais on a encore cette difficulté d'embarquer nos équipes à changer de région pour prendre de nouvelles responsabilités. On arrive à faire bouger au sein des agences, mais comme le dit Jean-Thomas, à un moment, il y a une limite. Donc, on a besoin de plus en plus dès le plus jeune âge, nos salariés soient accompagnés sur cette mobilité qui fait partie, je dirais, de l'évolution du monde d'aujourd'hui. Ça, on a encore du boulot, même si je disais tout à l'heure, sur l'aspect linguistique où difficile de recruter des personnes qui vont avoir le niveau de langue dont on va avoir besoin pour notre développement futur. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les apprenants hésitent, se questionnent à aller dans le secteur du transport et de la logistique. Est-ce que vous auriez des conseils, des mots-clés que vous pourriez nous transmettre afin que nous puissions transmettre ce message aux élèves pour essayer de les motiver à se diriger vers ce secteur d'activité? Alors, ce qu'on peut entendre du monde du transport, c'est que forcément, je le disais, il y a une partie des équipes qui sont sur des missions très opérationnelles, très manuelles, et donc ça peut faire peur. Et en même temps, quand on rencontre les personnes qui travaillent dans le transport, à l'image des salariés d'Effner, on est sur des notions de métier passion, parce qu'on est vraiment sur des métiers de contact, des métiers extrêmement pragmatiques, et chaque collaborateur de l'entreprise est aussi un commercial de l'entreprise qui représente l'entreprise. Et donc, toute cette notion, je dirais, de contact, pour moi, est extrêmement importante et à mettre en avant. On ne peut pas s'ennuyer dans le monde du transport. Et puis, ce qui est extrêmement important, et peut-être plus particulièrement en lien avec notre culture d'entreprise, c'est que on peut trouver justement sur chaque poste un degré d'autonomie où on va pouvoir mesurer ce qu'on apporte au quotidien et donc finalement mesurer sa plus-value. Et ça, je reviens à cette notion de sens qui est vraiment quelque chose qui aujourd'hui est vécu difficilement dans de nombreuses entreprises. Dans des métiers comme le nôtre, on retrouve ce sens au quotidien. Et donc, on voit vraiment l'impact de ce qu'on peut faire. Et puis après, j'ai envie de dire, la première richesse de l'entreprise, une boîte de transport, ce sont les hommes et les femmes qui la composent. Puisque ça va être notre capacité à gérer ces flux qui va faire que l'entreprise est performante ou ne l'est pas. Et donc, on est vraiment dans une entreprise de transport, vraiment sur du développement de compétences humaines, de relations humaines
et de relations commerciales. Ouais, pour compléter ça, c'est vrai on bénéficie d'une image qui est parfois un peu détériorée parce que voilà, parce que ça renvoie de la pénibilité à des métiers de manutention, à des métiers de chauffeur routier, etc. Bon, d'une part, aujourd'hui, l'ergonomie des moyens de travail est plus du tout la même, etc. Et chacun des individus, y compris sur les quais, peuvent disposer déjà de leurs indicateurs clés de performance de manière à pouvoir, j'allais dire, se motiver au quotidien. Pouvoir avoir leurs propres objectifs sur lesquels d'ailleurs sur ces catégories-là, on n'est pas sur leur dos toutes les journées pour qu'ils les atteignent. C'est juste pour qu'eux-mêmes les aient en tête et puissent se dire bah voilà, comment je fais mieux, etc. Et c'est vrai qu'au-delà de ça, on est un métier qui se transforme considérablement et des entreprises qui sont très internationalisées. Tous les jours, les gens en aérien, en maritime, ils se lèvent le matin en parlant à Shanghai et ils se couchent le soir en parlant à San Francisco. C'est quand même formidable. L'enjeu de la digitalisation et de l'information, elle est clé. Et en la matière, l'arrivée d'Amazon, je rentre pas dans le débat, je suis pas je suis pas leur turiféraire, hein, loin de là. Mais elle a un peu dépoussiéré l'image de la logistique parce que ça a donné un peu, tiens, Amazon, e-commerce, digital, ils rentrent dans le transport et la logistique, etc. Bon, voilà, c'est des logisticiens qui viennent un peu dépoussiérer les choses. Et c'est vrai que nous, aujourd'hui, encore une fois, ce qu'on fait, c'est plus du transport de marchandises. Ça, c'est une commodité totale. C'est vraiment du transport de l'information et du service additionnel digitalisé, data, etc. Donc, à la fois, on a des postes à l'informatique, à la fois, on a des opérationnels qui se servent tous les jours quasiment que de moyens informatiques, etc., y compris sur les quais, hein, et les chauffeurs qui ont tout un tas de matériel embarqué qui valent une fortune. Donc, on est déjà une entreprise très, très digitalisée. Et puis, voilà, venez nous aider à mener à bien notre transition environnementale. Venez nous aider parce qu'on en a besoin et que c'est aussi avec les jeunes générations qu'on pourra transformer les entreprises comme les nôtres parce qu'elles seront volontaires, parce qu'elles permettront d'aller de l'avant. Donc, on est engagé sur tous les défis sociétaux qui sont devant nous et on a besoin de tout le monde pour le faire. Et plutôt que de dire oui, mais ces entreprises-là, elles polluent, nous, on préférait que les gens viennent nous mettre un coup de pied derrière, mais en interne, pour nous dire, il faut avancer, etc. Donc, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de sujets qui sont passionnants qu'on traite aujourd'hui. Et on sera ravis d'accueillir tous les jeunes gens qui veulent le faire en sachant effectivement que progresser dans une entreprise comme la nôtre pour quelqu'un qui a, j'allais dire, un socle de compétences relativement modeste, hein, il peut acquérir derrière s'il fait preuve d'une curiosité intellectuelle, s'il fait preuve de la bonne attitude, j'allais dire, des éléments un peu élémentaires, et ça c'est un des sujets dont je discute beaucoup, à la fois dans les universités, dans lesquelles parfois je fais partie du comité stratégique, etc. Aujourd'hui, les entreprises, 99%, elles attendent plus des attitudes, des sujets de soft skills, comme on dit, que des socles de compétences. Alors après, il y a la culture générale, où il faut quand même un minimum de basique, et tout à l'heure, Emmanuel parlait de l'anglais pour une entreprise comme la nôtre. Aujourd'hui, l'anglais, ça commence à devenir assez obligatoire si vous voulez quand même pouvoir monter un petit peu. Le reste, il faut un socle de formation qui soit suffisamment solide de point de vue général pour faire le lien avec les différents effets que peuvent avoir le monde sur une entreprise comme la nôtre. Après, c'est l'apprentissage et l'expérience, c'est des maladies. L'inexpérience, c'est la jeunesse, c'est des maladies dont on guérit tous les jours. Hein, donc, voilà. Merci pour ce témoignage. Charles, je te repasse la parole s'il y a quelques questions. Merci. Alors, il y a plusieurs questions, mais avant peut-être, puisqu'on était sur ces profils et ces compétences que vous recherchez, peut-être prolonger et faire une transition sur les perspectives justement d'emploi qui seraient les vôtres et justement les profils aussi d'élèves, parce que se pose aussi la question du recrutement de jeunes qui n'auraient validé que des blocs de compétences et pas des diplômes complets. Est-ce que vous avez par rapport à ça une politique ou en tout cas une idée de ce qui peut être l'avenir du recrutement pour vous? Alors, l'avenir du recrutement par rapport aux jeunes diplômés, on a parlé de l'alternance tout à l'heure, et ça, c'est un point vraiment d'entrée extrêmement important qu'on va poursuivre.
Après, pour des jeunes qui n'auraient pas tout leur bloc de compétences ou qui sont en recherche d'un premier emploi avec je dirais un niveau de diplôme relativement bas, on a, je le disais tout à l'heure, un besoin extrêmement important d'équipes dans nos agences d'exploitation. Bien sûr, ce sont des postes en manutention, ce sont des postes de caristes. Mais quand on parlait tout à l'heure des 80 évolutions qu'on a eues l'année dernière, sur ces 80 évolutions, on en a eu 35 dans les métiers du quai, c'est-à-dire des personnes qui sont entrées sur des postes d'agents de manutention qui, au bout d'un certain temps, ont démontré des capacités pour devenir, par exemple, chef d'équipe. Donc, on peut aussi évoluer sur ce type de poste et du coup, on a cette possibilité sur ce type de profil de jeunes et c'est pour ça que dans nos régions, et ça c'est géré par nos directeurs régionaux, on a des contacts avec un certain nombre d'organismes, d'associations pour faire du recrutement inclusif et pour justement faire découvrir ces métiers à des jeunes qui veulent trouver leur orientation professionnelle. Et on en discutait avec Laurence lors de la préparation. Voilà, il y a des contacts avec des agences. Très concrètement, notre agence d'Orléans reçoit des jeunes lycéens et des jeunes du collège pour présenter et faire visiter l'agence et présenter les métiers. Parce que ce qui est important, c'est si on veut faire de l'attractivité, c'est que on puisse présenter au plus tôt ces postes, cet environnement pour justement l'ouvrir à ces jeunes qui cherchent leur voie. Alors justement, vous avez un petit peu répondu à la question, enfin aux questions qui étaient remontées via le chat, justement sur la difficulté de certains élèves de lycée professionnel, en particulier des élèves de Bac Pro OTM, qui sont évidemment dans la filière, difficulté à trouver des lieux de stage. Apparemment, c'est une question que pose l'un des collègues. Et puis, une question qui est du même ordre, c'était la possibilité de visiter les plateformes, les agences, etc. Et donc, en corollaire de tout ça, des demandes de coordonnées, de personnes à joindre, de contacts. Alors, je crois que Béatrice a répondu aussi un peu dans le chat. Peut-être qu'à l'issue de ce webinaire, si vous souhaitez, peut-être communiquer via Melchior des coordonnées, des contacts au sein de l'entreprise qui permettraient soit de réfléchir à un accueil d'élèves en stage, soit à des visites de plateformes ou d'agences. D'accord. Il faut qu'on regarde et qu'on le gère au niveau, en tous les cas, régional, puisqu'on a vraiment un ancrage territorial important. Non, mais j'ai vu passer cette question. C'est un sujet qui me tient pas mal à cœur. D'abord, bon, pour être honnête, je trouve que le principe de précaution met un peu le bazar dans cette histoire parce que on ne peut pas faire découvrir les métiers de manutention, etc., à des jeunes qui pourraient y aller avec une formation complémentaire pour obtenir le CACES, parce que voilà, tous les problèmes de sécurité que ça engendre, etc. Donc, ça limite aux travaux administratifs ou au suivi de la commission de transport. Alors, c'est intéressant, ça va peut-être intéresser certains élèves, etc. Mais les gars, je vois comment c'est fait. Ils n'ont pas tous l'instinct très, très tuteur. Donc, voilà. Donc, ça se coordonne bien. Et ça, c'est un sujet sur lequel nous, on est tout à fait prêt à jouer le jeu avec vous. Et en tout cas, moi, je m'engage avec Emmanuel à vous donner un contact et à jouer le jeu si jamais vous avez des demandes de visite, de réception de stagiaires. Nous, on veut vraiment faire découvrir nos métiers d'une part, puis on veut aider les jeunes, quoi. On sait très bien que les stagiaires, s'ils n'ont pas de réseau, s'ils ne connaissent pas un tel, etc., on reçoit des piles de stages. Mais si on peut vous aider et faire en sorte de pouvoir ouvrir un peu nos portes à des jeunes qui sont volontaires et avec qui vous estimez que vous avez besoin de leur filer un petit coup de pouce, sachez que nous, on est tout à fait favorable à le faire et à votre disposition pour vous donner les bons contacts centralement et localement. Voilà. C'est presque la conclusion, en fait, puisque nous avions envisagé d'interroger le partenariat et les perspectives futures entre les établissements scolaires, les lycées professionnels, les centres de formation, l'éducation nationale au sens plus large
et votre propre entreprise. Vous venez de nous donner quelques pistes. Je crois que sur la question des périodes de formation d'entreprise, de la découverte des métiers, de rendre les métiers attractifs, tout ça, évidemment, il y a un vrai chantier, un vrai champ d'échange et de travail avec vous à envisager. Donc, je crois qu'on arrive presque au terme de ce webinaire. Je vais peut-être vous donner la parole à Béatrice Couéron. Et puis, en tout cas, vraiment, c'était passionnant et un grand merci à vous pour tout ce que vous nous avez permis de mieux comprendre à travers l'entreprise Epner sur le transport et la logistique. Je vous remercie pour vos sympathiques mots. Je complète juste ce que j'ai dit juste avant. J'ai la chance d'être au comité stratégique de TLF, qui est notre syndicat professionnel. Si jamais vous avez besoin de contacts chez eux aussi, etc., vous savez, voilà, nous, on a des métiers, encore une fois, très pragmatiques, qui n'ont pas besoin de formation d'ingénieur ou de formation initiale très élevée ou très technique. On est très content de pouvoir faire évoluer des jeunes gens, etc. Donc, voilà, si on peut être même plus large dans la diffusion, on le fera avec grand plaisir. Un très grand merci à vous. Vraiment, mes remerciements rejoignent ceux que Charles Jacquelin vient de vous dire. Vraiment, grand merci, Jean-Thomas Schmitt, Emmanuel Ledroit, Laurence Boyau, Charles, Jacquelin. C'était passionnant, très utile. Et donc, le site Melchior relaiera les différentes informations que vous nous transmettrez. Vous retrouvez également le replay et les open badges pour retravailler avec vos élèves également. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites qui pourront être utilisées à la fois dans les cours, comme le disait Charles, et à la fois dans les moments, les temps d'orientation. Je vous remercie. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une autre entreprise qui est également familiale. Vous voyez, en vous écoutant, Jean-Thomas, je me disais que nous avions une petite série très intéressante avec le groupe. Vous allez y prendre goût, vous allez y prendre goût. Exactement. Je suis absolument passionnée par avance. Merci beaucoup. Très belle fin d'après-midi à vous et à très bientôt.